紫龍、そして王子よ。決して己の強さにうぬぼれてはならん。真の強さを知り、己が身につけるまではの。二人ともまだまだ修行が足らんようだな。Ah, enfin voilà la vidéo sur Doko. Oui, il était proprement impossible pour moi d'imaginer faire une chaîne sur Saint Seiya sans parler de ce personnage culte de la licence. Le vieux maître de Saint Seiya, le plus expérimenté et le plus sage, oui, c'est lui. Il est véritablement le guide spirituel de la nouvelle génération. Bien sûr, son design, qui est une référence à Yoda, est archi connu, mais rassurez-vous, on va aller plus loin. Déjà, dans son adaptation animée, il optera pour une peau violette. Oui, car si on regarde bien la couverture du tome 13, il semble avoir une couleur de peau normale. Et surtout, ses oreilles, elles sont pointues, tel un extraterrestre, ce qui n'est pas le cas dans le manga, tout du moins au début, car lorsque le personnage revient dans le tome 19, Masami Kurumada commence de plus en plus à s'aligner avec l'animé, que cela soit sur les vêtements de Seiya et y compris les oreilles de Doko. Il portera des vêtements chinois et bien sûr il a son tatouage. Alors il y a deux versions qui expliquent le symbolisme pour Masami Kurumada. Le tatouage est destiné à tous les possesseurs du titre de la clause de la balance, alors que Teshirogi indique que ceci est dû à une formation antérieure. Roshi signifie vieux maître, tandis que les kanji composant le nom Doko veulent littéralement dire l'enfant tigre. Cette symbolique du tigre que l'on retrouve dans la forme du casque de la clause de la balance et son lien avec le dragon s'explique par le fait que le tigre blanc Byakko à l'ouest et le dragon azur Seiryu à l'est se font face tout en étant complémentaires dans les points cardinaux chinois. On retrouve justement ces quatre animaux, oiseau vermillon, Genbu de la tortue, tigre blanc et dragon azur dans Yu Yu Hakusho, Betix et Saint Seiya Omega, avec Genbu en tant que nouveau saint de la balance. Et oui, rien n'est fait au hasard. Enfin, selon Feng Shui, dans le yin et le yang, le tigre et le dragon sont deux forces qui se complètent et s'équilibrent. Le dragon étant calme et patient, ce qui contrebalance la fougue et l'impétuosité du dragon. Équilibre, balance. Le lien était tout trouvé. On peut souligner un cas très particulier dans Saint Seiya. Le personnage existe en deux versions, ce qui ne sera jamais le cas pour Sion, hélas. Un Doko vieux puis jeune. Eh oui, le personnage a tout de même 236 ans. Ce qui est ironique, c'est que la constellation de la balance est l'une des plus jeunes du zodiaque. Il est resté une bonne majeure partie de sa vie aux chutes de Rosanne, ou Lushan en chinois, et on sait tous pourquoi il devait surveiller la tour où Athéna avait scellé l'âme d'Hadès et des 108 spectres. La courte histoire de Saint Seiya Origin révélera également comment le jeune Mu est allé vers Doko, comprenant que son maître n'était plus celui qu'il connaissait. Bien sûr, impossible de ne pas parler du côté père de substitution qu'il incarne envers Shiryu. Le saint du dragon vénère son maître, et la scène où il se bat pour lui face à Sion est extrêmement touchante. Il lui apprendra de nombreuses techniques, notamment son coup le plus dévastateur, le Rosanyaku Riwa, qui ne sera hélas pas si souvent utilisé. Ses pouvoirs sont très nombreux et variés, que cela soit d'ordre psychique ou physique, et sa clause est à l'image du personnage, à savoir atypique, puisqu'elle détient 6 paires d'armes, un paradoxe très populaire auprès des fans quand on sait qu'Athéna a interdit les armes. Et dans le manga d'origine, elles ne seront jamais utilisées sur un adversaire, si ce n'est sur Yo, mais accidentellement. Ainsi, les... On pourra souligner que Masami Kurumada n'a pas repris des armes de la mythologie grecque. Bon, pour plus de détails, je vous renvoie à ma vidéo sur les armes dans Saint Seiya.
Fait rare et même ironique concernant la clause de la balance, c'est que son design n'est pas symétrique. Et quand on sait que les animateurs de Sanseiya Omega ont rencontré quelques difficultés sur celle du cancer pour cette même raison, alors c'est une aubaine, je pense, pour le staff d'origine de ne pas avoir à animer trop souvent celle de Doko. Il y avait des théories intéressantes sur Sanseiyapedia à travers le manga de Sangokushi, où on peut y voir des similitudes par rapport aux généraux chinois. Au tout début de l'histoire, Doko donne une consigne à Shunrai, la jeune orpheline qui l'a recueillie jadis. Elle doit perturber la concentration de Shiryu pendant les Galaxian Wars, en lui faisant croire que son vieux maître est très malade. Il dirige ensuite son jeune disciple vers Mu, tout en le mettant en garde. L'adaptation animée créera de toutes pièces Oko, littéralement le roi tigre, et ce personnage volera un peu l'emblème du tigre avant l'heure à Doko. Celui-ci s'en prendra à son plus grand rival, Shiryu. On a le droit à l'une des rares scènes où un personnage tente de lever la main sur Doko. Mais le Cosmo doré de Doko semble le rendre inatteignable. Ce passage est une bonne idée car le staff de l'anime savait déjà à ce moment-là, par la publication du manga avancé, que le vieux maître était le saint de la balance. Bien sûr, le grand twist scénaristique autour de ce personnage, c'est évidemment l'arrivée de Deathmask qui révèle alors son rang. Alors la scène est très différente dans le manga et l'anime. Dans le manga, Shiryu vit des jours heureux à Lushan. Le saint du dragon ne peut pas croire que Saori soit Athéna. Au fond, il commence doucement à renoncer à la clause du dragon, notamment du fait de sa cécité suite à son rude combat contre Algol. Et son vieux maître en est même déçu, mais à aucun moment il ne lui parle des 12 Gold Claws. Et lorsque Mu vient à la rescousse, Shiryu ne paraît pas surpris d'apprendre que son vieux maître était un des Gold Saints, ce qui semble indiquer qu'il avait déjà cette information. L'intervention de Deathmask brusquera Shiryu dans le bon sens, le forçant à se reprendre en main. Dans l'anime, c'est pas la même chose. Shiryu continue de s'entraîner et ce suite au décès de Oko. Et c'est à ce moment-là que son vieux maître lui livre des informations importantes sur l'existence des 12 Gold Claws. Et là, Shiryu n'en savait rien, ni même que son propre maître en était un. On a donc le droit à un développement très différent. Lors du combat de la maison du cancer, Doko sauve Shunrai des pouvoirs télépathiques de Deathmask. Alors, c'est étrange car dans le manga, on voit justement Doko debout et donc ses jambes. Et là, on constate qu'il est plus grand que ce qu'on va voir de lui plus tard dans l'arc du Junikyu. Serait-ce une incohérence? La réponse, c'est qu'en fait, Masami Kurumada s'est encore une fois aligné sur l'anime. Et lors du dénouement de l'intrigue autour de Saga, l'anime montrera un Doko finalement bien plus bavard sur les origines du grand pop, alors que dans le manga, il s'agit de Mu qui révèle tout. Pourquoi s'est-il refusé à en parler jadis? Alors, c'est incompréhensible dans l'anime, oui. D'autant plus que, tout comme Mu, il était un intime de Sion et donc bien placé pour s'apercevoir que quelque chose clochait. Il est expliqué dans le manga que la bataille du sanctuaire est une épreuve divine imposée à Saori pour prouver qu'elle est bien Athéna, que si elle ne peut y survivre vaincue par un simple mortel, c'est qu'elle aura de toute façon été incapable de tenir tête aux dieux et de protéger la terre. Et c'est pour cette raison que ni Mu ni Doko n'interviennent directement. Eux aussi testent à leur façon la légitimité et les compétences d'Athéna et des bronzes saintes. En outre, on sait que Saga était un excellent pop pendant 13 ans, adoré et respecté de tous. Il est plus probable que Mu et Doko auraient eu toutes les peines du monde à convaincre leur père que le pop est un imposteur. On voit bien que même le bon et loyal Aldébaran, malgré l'estime qu'il a pour Mu, a énormément de mal à croire ce dernier lorsqu'il est question des rumeurs et soupçons tenaces concernant le pop. Enfin, dans l'hypothèse où Mu et Doko auraient dénoncé le faux pop, Saga aurait très bien pu s'en sortir en disant que Sion l'avait désigné lui pour lui succéder et non pas Aiolos, mais qu'il est malheureusement mort naturellement du fait de son grand âge avant d'avoir eu le temps d'en faire l'annonce officielle. Qui aurait pu le contredire? Il n'y avait aucun témoin et tout sanctuaire croyait justement que Saga serait le prochain pop, tant son comportement était admirable en tout point. Alors sur l'arc Poséidon, c'est très rigolo. Dans le manga, tout passe par Doko. Par contre, dans l'anime, eh bien, c'est au royaume d'Asgard que les bronzes pourront atteindre le royaume de Poséidon. Et parlons-en de l'arc Asgard. Sur un forum Sanseiya, une personne avait dit que cette bataille avait été gagnée à distance par Doko.
Et c'est bien vrai, la connaissance du vieux maître s'étend au-delà du sanctuaire, connaissant ainsi l'existence de l'épée de Balmung, l'épée qui pourrait détruire l'anneau des Nibelungen. Sans Doko, personne n'y aurait songé. On apprend également qu'il a jadis affronté l'ancêtre d'Alberic, et pour l'occasion, Shingoraki et Michimono lui créeront un visage pas si éloigné de Sculptora Masami Kurumada. Le visage à ce moment-là n'est pas très différent du jeune Doko, qui aurait été représenté sur la gamme Close Series en jouets. Eh oui, la jeunesse de Doko à l'époque, c'était quelque chose. Mais que ce soit dans l'arc Asgard ou Poséidon, le personnage est d'une aide précieuse pour nos jeunes héros, car sans les armes de la balance, impossible de détruire les piliers de Poséidon également. Par contre, Seiya indiquera plus tard avoir douté du vieux maître, car les Goldsons ne viendront pas avec eux, et ce, sur ordre du vieux maître. Pourquoi ? Par la suite, on le sait, la prochaine guerre sainte contre Hadès est imminente. La bataille est tellement exceptionnelle que Doko lui-même se déplace, et pour cause, la surveillance qu'il exerçait pour Athéna est terminée, les spectres sont de retour. Il retrouve alors son jeune ami Sion qui semble avoir tourné du mauvais côté. C'est à ce moment-là que, coup de théâtre, le corps du vieux maître était factice. Athéna lui a fait don du misopétamenos, littéralement à demi-mort en grec. Son cœur battait 100 000 fois par an. Au fond, la jeunesse du personnage était prévue depuis très longtemps par Masami Kurumada, et son idée proviendrait de Rinnika Kero. Ce terme fut utilisé en effet lorsque nous croyons voir les héros mourir face à l'équipe grecque. Masaka Musashi no Choto wa この風林火山と同じ伝説の聖剣黄金剣バカなその長刀が黄金剣だとそんなはずはねえ L'autre référence auquel avait donné Masami Kurumada dans une interview concernant la jeunesse de Doko, il s'agit du sabre de Musashi qui avait des allures de vieux sabre mais qui se paye une seconde jeunesse lors de son duel face à Kojiro. Alors il y a une anecdote assez intéressante par rapport à l'adaptation de 2002 concernant l'épisode 6 et via le blog de Toru Furuya de l'époque. Le terme Misopétamenos est utilisé comme tel dans le manga. Mais celui-ci ne sonne pas très bien, alors que la transcription japonaise semble meilleure pour le staff. Le producteur envoya un mot à Masami Kurumada et celui-ci répondit « Si les comédiens de doublage professionnels jouent correctement, le terme n'est pas mauvais ». Ce qui mit fin au débat. Le producteur Sakuda avait effectué des recherches concernant la prononciation correcte du terme auprès d'un ami grec, car la prononciation était donc différente. 3年もの間ご老法のお滝の前に座したままだったと思う。両女ケイわしはアテナより偉大なる神の力 La carrure du personnage, sa voix, tout est différent. Le personnage affiche une confiance certaine en ses pouvoirs. Il faut souligner qu'en 2003, lorsque l'épisode 6 de Junikyu est sorti, pour les personnes ne connaissant absolument pas le manga, c'était une sacrée surprise. Masahiro Osoda, qui avait réalisé plusieurs épisodes de la série d'origine, se lâchera dans la réalisation et notamment sur l'attaque la plus puissante du vieux maître. On peut annoncer que l'une des plus belles scènes de Doko se situe dans l'OAV 13 de Junikyu. Ce dernier, en larmes, fait ses adieux à Sion avant d'être rejoint par Kanon. Véritable couteau suisse ambulant, Doko informe les héros de l'existence du 8e sens, permettant de conserver son libre arbitre au royaume des morts et de s'y déplacer à sa guise. Hélas, le personnage sera sous-exploité sur cet arc car il disparaît mystérieusement et jamais l'auteur n'indiquera précisément la raison. Je pense que Doko a été un peu sacrifié par le mangaka en raison du fait que son œuvre était en perte de vitesse. Bien que ses armes soient un atout de choc, elles seront totalement inutiles pour détruire le mur des lamentations. Toutefois, outre son beau sacrifice, Doko livrera des informations intéressantes pour la dernière fois, notamment sur le véritable corps d'Hadès, union de Chronos et Rhea. Eh oui, si vous êtes fan des chroniques des guerres saintes alias l'hypermythe, cette information contredit quelque peu le 8e sens et la canonicité du récit.
Le manga n'a malheureusement jamais donné un grand moment entre Doko et les spectres. Quel dommage que Michi Yokote n'ait jamais été plus loin que l'adaptation de Junikyu. Par exemple, il aurait été cool de voir Doko se faire momentanément barrer la route par Mino Seiak, ce qui aurait justifié leur retard dans l'intrigue. Et quand on sait que Doko sera plus tard justement humilié dans Next Dimension par le spectre du Griffon, ça n'aurait rien eu de honteux, au contraire. Pour le voir en action, il faudra s'aventurer sur le manga Next Dimension et Lost Canvas. Dans Lost Canvas, Doko y est très présent et se paye même le luxe d'avoir un rival chez les spectres d'Hadès de cette époque-là, à savoir le puissant Kagao. Dès le départ, Teichirogi avait réservé ce personnage à Doko, même si son court combat face à Rasgado pouvait nous faire douter. Alors que Doko était jusque-là le maître de Shiryu, ici il l'est pour Tenma. Lui et Sion sont très bien mis en avant. Au niveau martial, on retiendra surtout l'interaction entre Doko et les lieutenants de Radamante. Le personnage n'a jamais été aussi mobile que dans The Lost Canvas. Et généralement, cette version du personnage est très appréciée par les fans. Et là, on va s'apercevoir que le caractère de Doko est assez différent dans Next Dimension. Dans ce manga, Masami Kurumada met en avant l'immaturité du personnage, de quoi largement le différencier avec le Doko de 243 ans qu'on pouvait voir. La scène où il observe son futur dans l'eau de la clause de la coupe appartenant à Suikyu est assez parlante. Si le manga nous indique que Doko et Sion étaient des bronzes saintes, on ne connaîtra pas leur clause d'origine. Alors certes, le manga n'est pas encore terminé, mais je doute qu'on ait un jour cette information. Enfin, sait-on jamais. Le côté un peu foufou et délicieusement taquin de Doko jeune est également perceptible dans Soul of Gold, la série multipliant les clins d'œil à Next Dimension. Aphrodite y hérite des daguerres roses de Cardinal par exemple. Au fond, ce n'a rien de bien étonnant quand on y réfléchit bien. Dans l'Arcades, Doko reprochait gentiment à Shiryu son côté beaucoup trop sérieux, trop terre à terre. Kurumada en repasse une couche dans Next Dimension lors d'un flashback alors que Shiryu enfant se présente au vieux maître et lui fait part de sa motivation à suivre l'entraînement d'un sainte. Le vénérable papy lui rétorque « Quel sérieux bon sang, qu'est-ce que tu es barbant ?» Notons au passage que si Tenma est formé par Doko dans The Lost Canvas, dans Next Dimension, c'est Suikyu qui sera son maître. Bien plus tard, Doko sera celui qui stoppera définitivement la marche de son ami Suikyu, et la double page où il fait ses adieux est très émouvante. Et bien que cela fait un peu fanservice, Doko y rencontrera Shiryu, provenant du présent. La scène est touchante car le Saint du Dragon ne s'attendait clairement pas à revoir son maître vivant. La scène est inhabituelle car les expressions faciales de Doko et son étonnement croissant valent leur pesant d'or. Et Doko sera contraint de croire Shiryu lorsqu'il va se souvenir de la vision du futur qu'il a eue grâce à la clause de la coupe. Un combat bien viril a lieu où les deux hommes enlèvent leur clause. Non, vraiment, si Next Dimension est adapté un jour, c'est clairement l'un des passages que j'attendrai le plus. 神業をもってすれば不可能というが、それを身につけた者がセイントではないか。 Question voix, Doko a été incarné par Koji Yada, que les fans de Dragon Ball Z connaissent bien puisqu'il fut la voix du Dr Gero. Il nous a hélas quitté en 2014 et on peut souligner qu'il avait également incarné Doko vieux dans Saint Seiya Omega pour la dernière fois. Tandis que la jeune voix est incarnée par Kenyu Oriuchi, qui avait déjà interprété plusieurs personnages dans Fuma no Kojiro. Bref, sa voix est très bien choisie pour incarner le personnage. Et la passation Koji Yada et Kenyu Oriuchi avait pas mal surpris à l'époque dans l'épisode 6 de Junikyu. Koji Yada avait bien fait des essais pour voir s'il pouvait doubler Doko jeune, mais le résultat ne fut guère convaincant. Voilà en tout cas tout ce que j'avais à dire sur Doko de la Balance. J'espère que vous aurez aimé et je vous dis à très bientôt. Salut! Alors, pour les fans de Lost Canvas, Doko subit le même sort que Seiya face à Hades et dans le coma suite au coup en plein cœur de l'invincible Sword sur l'île Canon. Deutéros, le deuxième frère des Gémeaux comme Canon, libère Doko de son sortilège grâce au sang de l'Athéna précédente de Sacha.
Il reprend conscience mais devient alors tachycarde. Pour apaiser cela et mener à bien la surveillance de la tour scellant les âmes des spectres, Sacha ralentit le cœur de Doko via le Mysopétamenos, qui permettra à celui-ci de supporter le sang d'Athéna et d'avoir un vieillissement simulé. Voilà, c'était ça, en gros, la version du Mysopétamenos, mais version Teichirogi.